Donc, bonjour et bienvenue à Board Game Duel. Je suis votre hôte Sam et je suis avec Vince. Alors, Board Game Duel, un autre podcast de jeux de société et le concept de l'émission en fait, c'est qu'à chaque épisode, on va avoir un thème et chacun de vos deux autres va choisir un jeu pour représenter ce thème-là et les deux jeux en question vont se livrer un duel sans merci et ce sera à vous les auditeurs de décider qui a argumenté le mieux et quel est le meilleur jeu pour fitter dans ce thème-là. Donc aujourd'hui, le thème, c'est quel jeu serait le meilleur pour commencer une collection de jeux. Donc de mon côté, je vais défendre le jeu Seven Wonders et Sam va défendre le jeu Isle of Skye. Mais on va garder ça pour plus tard dans l'émission parce que, comme le veut la tradition ancestrale des podcasts de jeux de société, on va commencer par parler des jeux auxquels on a joué récemment. Alors Vince, à quoi est-ce que tu as joué? Eh bien, dernièrement, j'ai joué à Love Letter. C'est un petit jeu de cartes assez intéressant qu'on peut jouer de 2 à 6 joueurs. C'est un jeu qui peut jouer facilement avant n'importe quelle autre partie de jeu. Dans le fond, c'est le petit hors-d'œuvre avant le plat principal. Le jeu, dans le fond, consiste à... tous les joueurs vont avoir des cartes qui représentent différents personnages. Et il faut utiliser notre influence sur ces différents personnages-là pour conquérir la princesse et lui transmettre notre lettre d'amour. C'est ça. En fait, il y a deux façons de gagner une manche de Love Letters. La première, c'est d'éliminer tous les joueurs présents et d'être le dernier encore en vie. Donc, c'est facile d'aller porter la lettre à la princesse quand il n'y a pas de compétition. Et l'autre, c'est quand on finit le paquet de cartes, en fait, c'est d'avoir en main la carte qui a la valeur la plus haute. Et la princesse est évidemment la carte avec la meilleure valeur. Donc, les gardes, les princes, les servantes et le roi vont tous s'affronter à savoir qui va être capable de conquérir la princesse. Ouais, et il y a un peu de déduction à faire. On essaie de deviner qu'est-ce que les autres joueurs ont en main, pourquoi est-ce qu'ils ont joué un rôle X ou pourquoi est-ce qu'ils ont fait une telle action avec un autre rôle. Puis l'idée, c'est d'être capable de deviner qu'est-ce qu'ils ont pour mieux les contrer, les éliminer. Parce qu'il y a une des cartes dans le jeu, en fait, qui permet d'éliminer un joueur si on devine quelle carte il a en main. Il y a des cartes pour échanger des cartes, il y a des cartes pour voir les cartes des autres, il y a des cartes qui forcent les autres joueurs à défausser. Fait que tout tourne autour justement des personnages qu'on va jouer. À chaque moment, on a une dure décision à faire, à savoir qu'est-ce qu'on va jouer comme pouvoir dans les personnages qu'on a entre les mains. À moins qu'on ait la princesse, parce qu'elle n'a pas vraiment de pouvoir. Son seul pouvoir, c'est que si on les forçait à la jouer ou à la discarter, ben on est automatiquement éliminé. Donc, c'est bon de l'avoir à la fin. Au début, pas tant que ça. Donc, c'était Love Letter, un petit jeu rapide qu'on joue souvent de notre côté en début de soirée. Ou en fin de soirée pour finir notre verre. Donc, Love Letter de CJ Canaille et des éditions AEG. Et toi, Sam, à quoi d'autre t'as joué cette semaine? Ben, avec toi, j'ai joué au jeu Dogs of War de Paolo Mori et des éditions Common ou Simon. En fait, on a joué avec 3 autres joueurs parce que c'est un jeu qui, je pense, brille le plus à 5 joueurs. Dogs of War, c'est quoi? C'est un jeu qui se passe dans un univers un peu steampunk. Donc, on va avoir 6 factions de nobles qui s'affrontent constamment dans des querelles et des guerres de clochers, si on veut. Ce qui est intéressant par rapport à d'autres jeux, c'est que là, ici, on n'est pas les personnes qui sont techniquement en conflit. Nous autres, on est des bandes de mercenaires qui doivent s'allier à l'une ou l'autre des familles puis influencer les combats qu'ils ont entre eux. Un peu comme si on était des Dogs of War. Il y a comme un concept, on dirait. Puis là, vous entendez cette description-là, puis vous vous dites « Ah, ça doit être un jeu de contrôle de territoire, à la risque, on a une grosse armée, on attaque, on prend les territoires des autres. » Eh bien non! C'est seulement le setting du jeu, mais la mécanique principale, en fait, c'est placement d'ouvriers. Donc, tout le monde va avoir un nombre de capitaines sur son terrain, sur son board, et on va placer nos capitaines pour les positionner dans les conflits qui opposent les familles. Et en plaçant nos capitaines, on va récolter différents pouvoirs. Et
en fonction des pouvoirs qui sont en jeu, en fonction des familles qui nous donnent des points, on va se positionner sur le board. Puis il y a aussi un peu d'alliance à faire avec les différents joueurs, parce que des fois, on va être intéressé à faire gagner un côté, mais on sait aussi qu'on a un autre allié qui veut faire gagner l'autre côté. Fait qu'il faut dealer un peu avec pour lui dire, bon ben, tu veux-tu défendre ailleurs? T'sais, je vais te laisser ça. Tu me laisses ça? En tout cas, il y a de la politique un peu à jouer avec ça. Oui, donc en début de partie, chaque joueur va secrètement être investi pour une des 6 nations qui est en jeu et va recevoir des points si cette faction-là gagne un plus grand nombre de batailles possible pendant la partie. Au cours de la partie, ça va être possible d'aller chercher d'autres investissements dans d'autres familles et c'est ça qui va être une bonne partie des points qui vont venir nous faire gagner. Fait qu'il faut faire un peu le suivi, à savoir qui a l'air d'être investi dans quelle famille, pour pouvoir peut-être essayer de les contrer ou essayer d'être allié avec ces gens-là puis aller chercher justement des faveurs de ces familles-là aussi pour se faciliter la vie en fin de partie. Puis ça nous donne un peu des choix déchirants parce que est-ce que je veux vraiment m'investir dans la famille pour lesquelles j'ai déjà un certain investissement puis les aider à gagner, mais d'un autre côté, l'autre famille à côté m'offre des récompenses qui sont plus intéressantes, donc j'ai plus tendance à vouloir placer mes workers là. On n'en a pas beaucoup des workers à chaque tour, donc c'est vrai. Chaque placement est vraiment important et on est toujours tiraillé entre les récompenses immédiates ou des points sur le long terme et quelle famille on veut faire gagner au final. Il y a un peu de backstab aussi, dans le sens un peu de trahison, parce que encore une fois, si on fait des ententes avec un joueur, il n'y a rien qui nous tient il n'y a rien qui nous empêche de ne pas tenir nos promesses et d'aller chercher tout pour nous. Oui, mais c'est important de maintenir une image de table si on veut, parce que si on backstab tout le monde au début de la partie, après ça, personne ne va vouloir s'allier avec nous, puis on peut pas gagner une bataille à nous tout seul, là, surtout s'il y a 2, 3, 4 autres joueurs qui se mettent de l'autre côté contre nous, on n'aura pas assez de ressources pour faire gagner notre maison si on est seul contre tous. Une autre chose qui est intéressante avec ce jeu-là, c'est que chaque joueur va se faire donner un capitaine qui est unique puis qui a un pouvoir qui lui est propre. Donc on a une certaine asymétrie dans le jeu. Ces pouvoirs-là vont permettre de gagner des bonus de plus quand on gagne une bataille ou nous donner quelques ressources de plus ou empêcher nos adversaires de gagner des ressources quand ils nous battent, ce genre de choses-là. Et ce qui est cool, c'est que il y a certains pouvoirs qui peuvent être perçus comme étant plus forts que d'autres par les joueurs. Mais en même temps, si moi j'ai un personnage qui est plus fort, les autres vont moins vouloir venir s'allier avec moi parce qu'ils vont dire « Ah, mais t'es trop fort ou tu gagnes trop de bonus quand que je me lie avec toi, fait que là je veux pas. » Puis là, au final, je me ramasse que je suis tout seul contre tout le monde. Puis même si mon pouvoir est plus fort, ben je peux pas vraiment en profiter. Fait qu'il y a ça. Il y a cette dynamique-là qui est à gérer, à savoir qui tu veux vraiment aider, qui est ton vrai ami sur le terrain. Mais au final, ça finit que t'as pas d'amis. On est tous des dogs of war. Exact. Donc, c'était Dogs of War. Cette semaine, on a aussi joué à un autre jeu. Là, on change complètement de thématique. On devient un peu plus dans un mode mythologique avec Kemet, qui est un jeu dans lequel tous les joueurs vont être un dieu égyptien et vont essayer de propager un peu leur religion à travers des temples et des pyramides. Mais cette fois-ci, on a vraiment un jeu de contrôle de territoire puis de bataille d'armée. Au début du jeu, chaque joueur va contrôler une ville puis va rapidement pouvoir s'expandre pour aller soit conquérir des temples ou même attaquer les autres joueurs. Et il y a une mécanique qui est intéressante en fait, c'est que depuis notre ville, on peut se téléporter à peu près pas n'importe où sur la map, mais à certains points stratégiques, ce qui fait qu'on est à la même distance de tous les temples et de toutes les bases des autres joueurs, là. Donc il y a personne qui peut se monter une grosse armée tout seul dans son coin et puis pas se faire déranger pour toute la partie. Ouais. Le jeu est bien fait aussi parce que il n'y a pas de joueur qui peut vraiment se sauver en avant en première place puis qui soit indélogeable. Il y a un système de points temporaires et permanents qui fait que rapidement, quelqu'un peut passer de la première place à la dernière place en dedans d'un tour. Ça garde tout le monde dans une compétition serrée. Au niveau des unités aussi, le nombre d'unités qu'on peut avoir est assez limité que rapidement, si on en perd,
Dans le fond, c'est qu'on a un nombre assez limité d'unités. Il n'y a pas personne qui peut se créer vraiment une armée indestructible. Tout le monde finit par avoir une force égale à égale en face. Puis rapidement, en fait, quand ils se font détruire ces armées-là, c'est assez facile de les remettre sur le plateau, là. Donc, c'est facile de se revirer de bord après une défaite. Ce qui est bien aussi, c'est que le jeu incite à attaquer, parce que dans le fond, il y a deux types de points qu'on peut accumuler pendant la partie. Il y a des points qui sont permanents, des points qui sont temporaires. Mais quand on gagne un combat duquel on était l'instigateur, donc l'attaquant, on gagne automatiquement un point permanent. Il y a aussi un système où il faut se construire, dans le fond, des bâtiments pour pouvoir améliorer nos forces. Puis ça affecte beaucoup la stratégie parce que là, on peut décider d'être un peu plus axé économie, un peu plus axé militaire, un peu plus défensif. Puis on a beaucoup d'options qui sont présentes à nous. Au départ, on doit quand même choisir entre 3 types de construction dans lesquels on va se focusser. Mais à tout moment, si on réussit à capturer la pyramide d'un autre joueur qui n'est pas une des couleurs qu'on a déjà, on peut maintenant utiliser les pouvoirs de cette pyramide-là. Fait que ça nous incite encore à aller attaquer les autres joueurs puis à essayer de profiter de leurs ressources puis tout ce qu'ils ont investi dans leur pyramide. Ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait, il y a juste une ressource à gérer, là, qui est les points de prière qu'ils appellent. Donc, cette ressource-là va servir soit pour acheter des nouvelles technologies, justement, améliorer nos pyramides pour nous donner accès à des meilleures technologies, ou pour acheter des nouvelles troupes. Donc, une ressource à gérer, c'est quand même assez simple. Le gros du jeu, en fait, c'est d'aller chercher les technologies et de découvrir les synergies entre les différentes technologies pour avoir la meilleure armée possible. Certaines technologies vont s'appliquer à toutes nos armées, puis il y en a d'autres qui vont s'appliquer à une créature qui va suivre une de nos armées. Donc, il y a une de nos armées qui va être plus forte que les autres. Et ces créatures-là, dans le fond, c'est des scorpions géants, des sphinx, des serpents et des momies. Des momies. Et le jeu vient avec des petites figurines qui sont vraiment très bien faites. Il y a une nouvelle version qui est sortie sur Kickstarter l'an dernier. Donc un Kemet 2.0 si on veut, qui s'appelle Blood and Sand. Mais c'est très possible de prendre le jeu original puis de jouer avec les nouvelles règles améliorées. C'est ce qu'on a fait en fait la dernière fois qu'on a joué. Donc si vous le voyez passer sur le marché des jeux usagés, probablement que de ce temps-ci il coûte un peu moins cher vu qu'il y a la belle nouvelle version toute shiny qui est disponible pour certains. Donc, Kemet, un jeu à thématique égyptienne que je conseille aux joueurs de tous les profils. Profils égyptiens. Oh! J'espère qu'on va couper ça au montage. Oh non. Donc oui, Kemet de Jacques Barriot et Guillaume Montiage est publié par les éditions Matago. Donc voilà, c'était tout pour le petit tour des jeux auxquels on a joué dernièrement. C'est le temps de passer aux choses sérieuses. Le duel. Oui, tout le monde sait que je vais gagner, mais on va quand même faire le duel pour la forme. Donc, la thématique de cette semaine, c'est vraiment quel jeu serait le meilleur pour pouvoir commencer une collection de jeux. Donc ici, on avait plusieurs critères en tête, à savoir, il faut que ce soit un jeu qui soit accessible, il faut que ce soit un jeu qui se joue avec un nombre de joueurs varié, que ce soit à 2 ou à plusieurs, ou à 5-6. On veut un jeu qui soit à un prix accessible. On ne parle pas ici de jeux à 300$ et plus avec 12 000 figurines. On veut quelque chose qui soit relativement simple. On voulait aussi quelque chose qui soit diversifié au travers des parties. C'est un jeu que si tu en as juste un pour commencer, tu ne seras quand même pas gêné de le sortir pour pouvoir jouer avec plein de monde ou même avec les mêmes personnes. Et finalement, c'est un jeu qui devait contenir un certain nombre d'extensions pour rajouter justement de la diversité en travers des différentes parties. Oui, et clairement, Isle of Sky gagne sur tous ces critères-là. Je pense que Seven Wonders se démarque pas mal par rapport dans toutes ces catégories-là. Ok, on va commencer par vous présenter un peu c'est quoi les jeux qu'on a choisis, puis après ça, on va peut-être pouvoir passer sur chaque critère un par un, puis voir comment les jeux se comparent à ce niveau-là. Donc, je vais commencer. Isle of Sky, c'est quoi? C'est un jeu de placement de tuiles, un peu à la Carcassonne. Chaque joueur va, au cours de la partie, bâtir sa petite île de Sky.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque tour, dans le fond, chaque joueur va piocher 3 tuiles différentes. Et ces tuiles-là vont être offertes à chacun des autres joueurs. En fait, il y a 2 de ces 3 tuiles-là qui vont être offertes à chacun des autres joueurs. Et il y a une des tuiles qu'on choisit, qu'on va remettre dans la pioche. Et ce qu'il faut faire, en fait, c'est qu'on va mettre un prix sur chacune de ces tuiles-là. Et plus le prix est élevé, moins il y a de chances que les autres joueurs nous les achètent, mais en fait, c'est qu'on va perdre cet argent-là pour nous acheter la tuile. C'est un peu que tu mets ta tuile aux enchères. C'est que tu attribues une valeur à ta tuile, et c'est soit toi qui vas la payer, soit c'est un autre joueur qui la paye, mais là, dans ce cas-là, tu prends l'argent du joueur et tu reprends ton argent. Exact. Il y a certaines tuiles qui nous intéressent pas, fait qu'on espère que les autres vont l'acheter, donc on essaie de mettre un prix assez bas pour que les autres soient tentés de l'acheter, mais le plus haut possible pour qu'on ait le maximum d'argent pour acheter les tuiles des autres. Oui, on joue un peu avec l'offre et la demande, parce qu'il y a certaines tuiles qui vont être vraiment bonnes pour certains joueurs, puis celles-là, justement, on peut vouloir un peu parier que ce joueur-là va l'acheter puis mettre le paquet dessus pour faire l'argent sur le dos du joueur, mais en même temps, ça peut être un gros risque. Exact. Puis, dans le fond, la façon qu'on va faire des points, c'est qu'en début de partie, on va piger 4 objectifs qui vont être communs à tous les joueurs. Et à chaque ronde, on va scorer certains objectifs différents. Donc, au premier round, on score l'objectif A. Au deuxième round, B. Au troisième, ça va être peut-être C et D, etc., etc. Et donc, il y a 2 stratégies. On peut y aller rapidement pour prendre les tuiles qui vont nous permettre de scorer les objectifs plus tôt, ou on peut viser le long terme puis vraiment scorer fort dans les objectifs qui vont arriver plus tard en fin de partie. Et ça peut être une bonne stratégie parce qu'en plus, pendant la partie, si on est derrière, on va recevoir plus d'argent que les autres joueurs. Donc ça peut être une façon de se rattraper, mais en même temps, c'est pas rendre du rattrapage parce on le sait qu'on n'est pas dernier, on fait juste attendre pour faire le maximum de points en fin de partie plutôt qu'en début. Ça peut être une stratégie de joueurs plus avancés. Parce que les joueurs plus débutants, c'est un peu plus, on joue notre tour au tour. Donc c'est ça, il y a aussi, on va gagner des points, certaines tuiles vont nous donner des points pour les autres tuiles qui sont dans notre île, donc c'est là que le jeu d'offre et demande puis d'acheter les tuiles des autres devient vraiment intéressant parce qu'on sait que cette tuile-là rapporte des points à mon adversaire mais pas à moi ou vice-versa. Donc c'est ça, c'est le overview de Isle of Skye. Donc, de mon côté, moi, j'ai plus penché sur le jeu Seven Wonders. Le jeu Seven Wonders a été designé par Antoine Boza et a été publié par Repos Productions. C'est un jeu français. C'est très bon. Au final, chaque joueur va avoir sa merveille. Il faut construire, dans le fond, des bâtiments autour de cette merveille-là pour accumuler différents points. C'est un jeu où, justement, tout le monde a sa merveille, mais chaque merveille est unique. C'est asymétrique. Puis, en fonction de, justement, qu'est-ce qu'on a comme merveille, ça peut influencer comment on va jouer la partie. Tout le monde va se passer un paquet de cartes dans lequel il y a différents bâtiments qu'on va vouloir construire, vendre ou bien utiliser pour pouvoir construire notre merveille. Ce qui est intéressant dans le fond du jeu, c'est que lorsqu'on choisit une carte dans le paquet, on va ensuite passer le paquet à un joueur qui est à côté de nous. Fait qu'on va savoir qu'est-ce que les autres joueurs peuvent... On sait qu'est-ce qu'on laisse aux autres joueurs. Fait que c'est un peu... choisir son poison, choisir qu'est-ce qui nous avantage le plus, mais qui va pas aider, qui va le moins possible aider notre voisin. Et comme ça, le paquet tourne à travers les mains, puis on construit justement notre merveille. Il y a plusieurs façons différentes de gagner, parce que dans le fond, l'objectif, c'est de faire le plus de points. Il faut gérer du militaire, il faut gérer des technologies. On a une économie aussi à gérer, parce que les différents bâtiments vont nous coûter des ressources pour les construire, des ressources que dans le fond, on peut soit fabriquer nous-mêmes à l'aide des bâtiments qu'on a, ou on peut les acheter chez nos voisins. Puis là, les voisins s'enrichissent sur nous. Fait qu'on peut jouer avec cet aspect économie. On doit aussi surveiller le militaire pour pouvoir accumuler le plus de points. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu-là, c'est que tu joues ton jeu à toi, mais il faut toujours que tu gardes un petit œil sur ton voisin à gauche et à droite parce que leur jeu va aussi avoir une influence sur le tien. La mécanique reste simple, on achète des cartes, on joue les cartes. C'est accessible à n'importe qui. Ouais,
Donc, parlons-en de l'accessibilité, justement. C'est vrai que Seven Wonders, c'est assez facile à expliquer le concept de base, mais j'ai l'impression que quand tu reçois ta première main de cartes, si t'as jamais joué avant, ça peut être un peu intimidant parce que là, les décisions que tu prends au début sont super importantes parce que ça va vraiment dicter ta stratégie pour toute la partie. Mais tu sais pas vraiment c'est quoi les conséquences de ta décision au début. Mais j'allais dire en même temps, c'est plus facile de jouer en réaction à Seven Wonders parce que tu peux jouer ta première carte, mais après ça, jouer ton jeu en fonction de ce que tes voisins vont avoir fait. Je trouve que c'est plus facile de jouer en réaction à Seven Wonders qu'à Isle of Sky. Parce que Isle of Sky, ton voisin, il peut avoir un plan vraiment à long terme où tu ne le vois pas venir. Seven Wonders, c'est beaucoup plus direct. Tu le vois si ton voisin il a fait du militaire. Fait que tu sais si tu dois réagir en fonction de ça. Tu vois si ton voisin il a décidé d'y aller technologie ou pas. Fait que tu peux, à chaque tour, vraiment réagir contre ce que les autres vont jouer. Isle of Sky, des fois, je me suis souvent fait avoir en fin de game où est-ce que j'avais une avance pas pire, je me sentais confortable, puis là, tout d'un coup, paf, 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 l'autre joueur à côté de moi avait juste choisi qu'est-ce qui allait se passer au dernier tour, puis il savait que tout allait se jouer à ce moment-là, puis j'avais rien prévu, j'avais rien vu venir. Ouais, mais si t'avais porté attention, t'aurais peut-être pu contrer son plan. Tandis qu'à Seven Wonders, je trouve que oui, t'interagis un peu avec les joueurs à ta gauche ou à ta droite, mais si on joue à 7, puis que je vois que le joueur à 4 de moi, il s'enligne pour prendre toutes les cartes de technologie, par exemple, ben, je peux pas faire grand-chose à part que d'en prendre une dans le paquet puis espérer que mes adversaires vont en cacher d'autres aussi ou vont les utiliser pour construire leur merveille ou s'assurer que lui aura pas la 5e carte de technologie qui donne un nombre monstrueux de points. Hein, t'es bouche bée, là, tu sais pas quoi dire. Mais oui, c'est quand tu arrives avec un nombre de joueurs super élevé. Mais tu sais, moi, j'ai joué plus souvent avec 3-4 joueurs. Puis là aussi, beaucoup plus manageable. C'est plus facile de justement avoir un contrôle sur tes voisins. J'ai jamais joué au jeu jusqu'à 7. Peut-être que justement, là, ça change beaucoup la donne. J'imagine aussi que si je jouerais à 7, j'essaierais peut-être de jouer avec des gens qui sont plus habitués, qui connaissent déjà les règles, puis qui auraient déjà joué quelques parties avec un nombre plus faible de joueurs. Parlons-en justement du nombre de joueurs. Seven Wonders va de 2 à 7 officiellement. Mais comme on dit, à 6 ou 7, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je pense qu'à 2, c'est peut-être pas idéal non plus, étant donné que la façon que le jeu fonctionne, il faut qu'on ait 2 voisins, un à gauche, un à droite. Là, il y a des règles spéciales pour quand on joue à 2. Je les ai jamais essayées, honnêtement. Mais à peu près tout le monde va vous dire mais tant qu'à ça, je joue à Seven Wonders Duel. Ouais, qui est vraiment qui est un excellent. meilleur jeu que Seven Wonders de toute façon. Mais pour commencer, Seven Wonders, c'est le fun parce que tu peux jouer avec plusieurs amis. Seven Wonders Duel, t'es un peu pris avec un joueur. Fait que c'est difficile de faire un party de Seven Wonders Duel. Là. Non, je suis d'accord. Fait que c'est ça. Seven Wonders entre 3 et 5, on va dire, idéalement. Accessible. Ouais, 3 et 5. Tandis que Isle of Sky va de 2 à 5, puis c'est vraiment un bon jeu à 2. Ça se joue super rapidement. Là. J'ai joué cette semaine avec ma conjointe, ça nous a pris 25 minutes à peu près, une partie. À 5, ça sera pas beaucoup plus long que ça. Là. Ça va aller jusqu'à peut-être 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie si les gens ont jamais joué puis qu'on a besoin d'expliquer les règles. Le jeu est assez similaire qu'on joue à 2 ou à 5, il va être aussi bon. En fait, à 2, c'est plus facile de calculer exactement combien d'argent l'autre a, combien que je peux mettre pour être sûr que je me fasse pas acheter cette tuile-là ou tout ça. Versus à 3 ou 5, où là, il faut peut-être plus y aller avec le gut feeling. Là. On fait des estimations à peu près, puis on espère que ça va marcher. Mais le jeu est excellent. Peu importe qu'on soit 2, 3, 4 ou 5, la qualité est au rendez-vous. Peu importe. Donc, point Isle of Sky sur la versatilité du nombre de joueurs, dans mon livre à moi. Autre point qu'on avait, c'est le prix. Ben, moi, je suis allé voir le prix de Seven Wonders dans le magasin du jeu où est-ce qu'on va souvent acheter nos jeux. Et on a la version anglaise qui est autour de 40$, puis la version française qui est autour de 60$. Ça, c'est pour Seven Wonders. Si on regarde Isle of Sky, bon, ben alors, on a des jeux qui se comportent de façon assez similaire au niveau du prix, parce que Isle of Sky, version française ici, est autour de 50$. Fait qu'on a quand même des jeux, c'est ça, qui sont tous les deux assez abordables. On ne parle pas des jeux où est-ce qu'il faut que tu sortes ton gros budget pour pouvoir te l'acheter. Tu te sens pas trop mal si tu l'achètes.
Puis c'est un jeu qui vaut la peine. Là. Pour le prix, les deux, moi je trouve que c'est vraiment bien. Ouais, le rapport qualité-prix, c'est excellent dans les deux cas. Niveau rejouabilité maintenant. Encore là, je prêche pour ma paroisse, mais je trouve que Isle of Sky a vraiment le dessus à ce niveau-là parce que j'ai parlé tantôt qu'on a 4 objectifs qu'on pige en début de partie, mais il y a 20-25 de ces objectifs-là. Et donc, à chaque partie, on a une combinaison de 4 qui va être différente. Ça va vraiment changer la stratégie, comment qu'on va jouer la partie, qu'est-ce qui va être important de prioriser cette partie-là. Et même si c'est les 4 mêmes, ils seront peut-être pas dans le même ordre, ce qui peut changer aussi comment la partie va se dérouler. Donc, tandis que Seven Wonders, ben, le paquet de cartes, c'est à peu près tout le temps le même. Wow. OK. Non. Seven Wonders, à chaque fois que tu vas dealer les cartes, il va toujours avoir des mains différentes pour le départ. Tout le monde va avoir aussi, peut changer de merveille. Les merveilles ne seront jamais pareilles. Chaque merveille a son pouvoir différent. Puis il y a aussi, chaque plateau a un côté A, un côté B. Fait que même pour la même merveille, on va avoir des bonus différents. Les mains de départ sont différentes. Puis on peut toujours avoir une stratégie différente. Donc, d'une partie à l'autre, on peut choisir différentes avenues pour pouvoir faire des points. Une fois, on peut faire de la technologie. Une autre fois, on y va plus militaire, où on essaye d'avoir une économie forte. Ou dans un autre cas, on peut dire on essaye de faire les combos de cartes pour pouvoir avoir les super points des cartes bleues. Moi, je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de rejouabilité, beaucoup de stratégies différentes. J'ai jamais utilisé exactement la même stratégie d'une game à l'autre de Seven Wonders. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas tant le jeu qui m'a imposé une stratégie. Tu vas jouer à Isle of Sky, tu le sais c'est quoi d'avance les trucs qui vont faire des points, puis ça va faire en sorte que tu vas essayer de jouer en faisant ces actions-là. Seven Wonders, tu es libre de ce que tu veux faire. Tu veux aller dans la direction que tu veux, tu es libre. Tu fais ce que tu veux. Oui et non, parce que, tu sais, oui, je peux décider que je veux faire du militaire, mais si mes voisins décident qu'ils font ça aussi, ben là, tout le monde se garoche sur ces cartes-là, puis au final, il y a personne qui va gagner de cette façon-là, parce que... On gagne pas militairement non plus à Seven Wonders. On gagne en faisant les autres choses. Le militaire, c'est comme un petit truc qu'il faut que tu gardes à l'œil, mais c'est pas non plus le truc qui va t'assurer la victoire. C'est un peu un aspect plus secondaire. Fait que c'est ça. L'interaction entre les autres joueurs, elle est quand même un peu limitée. Fait que ça fait que, justement, tu peux jouer ta game un peu comme tu l'entends. On parle de rejouabilité puis de variabilité. Une façon d'injecter ça dans un jeu, c'est souvent de rajouter des expansions. Pour ce qui est de Isle of Sky, il y en a 2. La première s'appelle Journeyman, et c'est une de mes expansions préférées de tout jeu confondu. Pourquoi? Parce qu'elle change tellement... en fond, on part de la même prémisse, mais on change vraiment le niveau de complexité puis la façon que le jeu va se jouer. Parce que chaque joueur va s'ajouter un petit tableau avec 3 pistes. Et quand on va choisir les tuiles qu'on ajoute à notre île, on va, dépendamment de quels symboles et quels éléments se retrouvent sur les tuiles qu'on ajoute, ça va nous permettre d'avancer sur ces 3 pistes-là. Et ça va nous donner des bonus qui vont nous donner des actions supplémentaires, ça va donner des revenus supplémentaires, ça va nous donner beaucoup de points. Mais pour avancer, on va avoir besoin à la fois d'acquérir des tuiles avec des symboles précis, mais aussi de les placer de façon stratégique dans notre île. Donc certaines tuiles vont devoir être à une certaine position par rapport à notre tuile de départ ou des choses comme ça. Donc on vient vraiment ajouter un autre niveau de plus, tout en gardant le système de base qui est vraiment super simple, super accessible. On vient de rendre un jeu amical pour les débutants, puis de rajouter une couche de plus par-dessus qui fait que c'est un jeu, un gamer's game, comme on dit, là. Quelque chose qu'on peut se brûler le cerveau, à essayer de maximiser notre score, etc. Donc, puis c'est super facile de jouer avec ou sans l'expansion, puis ça va être même si c'est le même core, ça va être 2 expériences totalement différentes. Donc, un soir, je peux filer plus jeu de base, un autre soir, je vais filer plus avec l'expansion. Donc, ça me permet c'est quasiment avoir 2 jeux pour un. Ça, c'était pour la première, Journeyman. Pour la deuxième expansion, qui est une que j'aime un peu moins, là, à apprendre ou à laisser, en fait, si je suis honnête, celle-là.
Elle va rajouter des nouvelles tuiles, puis une nouvelle façon d'acheter. Dans le fond, c'est des tuiles qu'on peut acheter puis qui appartiennent pas à d'autres joueurs, donc on peut les acheter sans donner un pouvoir d'achat à nos adversaires. Et chacune des deux expansions va aussi ajouter des objectifs de score différents, donc on injecte encore plus de variabilité à notre jeu de base. Alors voilà pour les expansions de Isle of Sky. Isle of Sky a 2 expansions, où ça augmente le gameplay et tout, mais avec Seven Wonders, on a 4 extensions. Fait que plus d'extensions, plus de gameplay, plus de rejouabilité, plus de variété. On a les extensions Armada, Leaders, Cities et Babel. Babel, dans le fond, ajoute des projets qui sont communs, sur lesquels tout le monde peut s'impliquer, puis qui vont changer les règles du jeu. Les extensions Cities et Leaders vont principalement rajouter des cartes supplémentaires, puis rajoutent une dynamique de plus. Entre autres, dans Cities, on a des espions, on a des nouvelles guildes. Et Ouais, moi j'allais dire en fait, j'aime beaucoup Babel. C'est une extension que j'ai pas essayé très souvent, mais une de mes critiques du jeu, c'est qu'on peut pas vraiment interagir avec les joueurs qui sont pas nos voisins. Mais Babel va un peu contrer ça parce que toujours avoir 3 nouvelles règles qui peuvent s'appliquer. Certaines de ces règles-là vont avantager un joueur plutôt qu'un autre. Donc, si on voit qu'une règle avantage un joueur qui n'est pas moi, ben je vais être incité à faire apparaître des nouvelles règles dans la tour parce qu'il peut seulement en avoir 3 en même temps. Donc si on en ajoute une 4e, la première ne tient plus. Donc, c'est une façon d'aller contrer la stratégie des autres joueurs. Ça rajoute un peu d'interaction à ce jeu qui en manquait un brin à mon goût. Et finalement, on a, c'est ça, l'extension Armada qui rajoute des combats navaux. Extension que je n'ai pas jouée, fait que je ne veux pas trop m'avancer sur ce qui se passe dans cette extension-là. Mais au final, on a, c'est ça, 4 extensions assez différentes qui vont rajouter un peu de piment et de variabilité dans le jeu. On parlait de prix tantôt, par exemple, à 4 extensions, on commence à faire monter ça pas mal. Tandis que, en tout cas, de mon côté, pour Isle of Sky, je recommande uniquement, si on est limité au budget, disons, je pense qu'avec seulement la première Journeyman, on en a vraiment pour notre argent, puis on peut avoir plusieurs parties avant de cette année de cet excellent jeu. De mon côté, si j'avais une extension à faire valoir pour Seven Wonders, c'est l'extension Cities qui rajoute les guildes. Les guildes, dans le fond, qui nous permettent de faire des points supplémentaires en fin de partie en fonction de ce que les autres joueurs vont avoir construit. Donc, on arrive maintenant au moment fatidique, à savoir quel est le meilleur jeu pour pouvoir commencer sa bibliothèque. Est-ce que c'est Seven Wonders ou est-ce que c'est Isle of Sky? Tout le monde sait évidemment que c'est Seven Wonders, mais on va laisser Sam croire encore que c'est son jeu qui a gagné. Donc, pour pouvoir nous envoyer vos votes, vous pouvez passer par... Écrivez-nous boardgameduel@gmail.com. Dites-nous est-ce que vous êtes #TeamSam, #TeamVince. Quel jeu vous préféreriez commencer votre collection avec? Seven Wonders, Isle of Sky. Dites-nous aussi avec quoi vous avez parti votre collection. Ça a été quoi votre premier achat? Peut-être que c'est meilleur que les 2 jeux qu'on vous a proposés ici. Ironiquement, c'est pas avec ces jeux-là qu'on a commencé nos collections. Non, c'est vrai. Ça pourra peut-être être le sujet d'un duel futur. C'est ça, écrivez-nous. On va aussi mettre un sondage sur les réseaux sociaux, donc Instagram, allez voter. Isle of Sky, meilleur jeu pour passer la collection. Seven Wonders, c'est bien meilleur. Je dirais même que c'est un jeu merveilleux. Sur ce, on va couper les micros. C'était Sam. Et Vince. Et on dit à la prochaine. Bye. Le concept de l'émission, en fait, c'est que à chaque épisode, on va avoir un thème et je me suis pas présenté. On va recommencer une autre fois. En fait, en début de partie, chaque joueur secrètement va être... Puis, en début de partie, chaque joueur va secrètement recevoir des... Voyons, ça va aller à la fin.
Ça peut être une stratégie de joueurs plus avancés. Parce que les joueurs plus débutants, c'est un peu plus, on joue notre tour au tour. Dans le fond, on fait notre tour à notre tour, puis quand c'est notre tour, on joue notre tour, puis... On joue notre tour, fait qu'il y a beaucoup de tours. Ben oui, à un moment donné, tu pognes le tour. Une game, on peut décider de s'attaquer aux technologies, une autre, j'y vais plus technologie, dans une autre... Technologie ou technologie? Ouais. Hey, c'est vraiment différent, on a beaucoup de rejouabilité, j'ai le choix entre faire de la technologie ou de la technologie. On va reprendre ça. J'ai jamais utilisé la même stratégie pour pouvoir jouer à Seven Wonders. Si bon. Ironiquement, c'est pas avec ces jeux-là que nous autres, on a commencé nos